Quand j'ai commencé à fouiller dans les archives de restauration des cathédrales françaises des années 1890, je m'attendais à trouver des rapports architecturaux banals. Des notes sur les contreforts, les vitraux, les fondations fragilisées. Mais ce que j'ai trouvé, ce sont des références cryptiques dans les archives diocésaines à des ossements de stature extraordinaire, mesurant entre 2,8 et 3,4 mètres. Découverts pendant des excavations de fondation, dans 47 cathédrales distinctes, sur une période de 18 mois. Et puis, un mémorandum fuitant du ministère de l'Instruction publique daté de mars 1891, ordonnant le réenterrement immédiat, sans divulgation publique ni examen scientifique. Ce qui m'a arrêté net, c'est le motif de découverte. Pas des trouvailles aléatoires. Un motif coordonné. Des mesures squelettiques identiques apparaissant dans des registres scellés à Reims, Chartres, Amiens, Bourges. Puis s'arrêtant brutalement après septembre 1891. Ils n'ont pas simplement trouvé des géants, ils les ont trouvés selon un motif, et puis les ont fait disparaître. Je m'attendais à ce que le grand programme de restauration des cathédrales françaises entre 1889 et 1893 soit bien documenté. Après tout, c'était l'initiative monumentale des successeurs de Viollet-le-Duc, mobilisant les meilleurs architectes, ingénieurs et artisans de l'époque. Je pensais trouver des rapports méticuleux sur chaque pierre remplacée, chaque arc-boutant renforcé, chaque fondation consolidée. Mais quand j'ai commencé à examiner les registres budgétaires du ministère de l'Instruction publique pour la période 1890 à 1891, quelque chose ne collait pas. Il y avait des postes budgétaires inexpliqués, des sommes massives, protocole d'excavation secondaire et préparation d'ossuaires auxiliaires totalisant 340 000 francs. Pour vous donner une idée de l'échelle, ces montants dépassaient les budgets de restauration primaire sur plusieurs sites. Pourquoi dépenser plus pour des protocoles secondaires que pour la restauration elle-même ? J'ai continué à creuser. Les rapports de découverte décrivaient des restes squelettiques intacts à des profondeurs de 18 à 24 mètres dans des strates géologiques non perturbées, datant d'avant la construction connue des cathédrales au XIIe et XIIIe siècle. Aucune technologie d'excavation n'existait à l'époque médiévale pour créer des chambres à de telles profondeurs. Mais voilà ce qui m'a vraiment troublé. Ces restes n'ont pas été trouvés dans un contexte funéraire. Pas de cercueil, pas de rituel d'enterrement. Ils ont été trouvés dans des niches sculptées, des chambres taillées dans la pierre. Et puis, il y avait la documentation manquante. Les revues archéologiques officielles de l'époque, le bulletin monumental, la revue archéologique, contenaient des mentions détaillées de tessons de poterie banale et de trésors de pièces de monnaie provenant des mêmes périodes d'excavation. Des pages et des pages sur des fragments de céramique, mais zéro mention de découverte de squelettes géants. Les registres diocésains montraient un vide de 6 mois entre avril et septembre 1891. Les journaux d'excavation quotidiens avaient été transférés à Paris et ne sont jamais revenus. Disparus. J'ai commencé à cartographier les profondeurs de fondation des cathédrales. 18 à 24 mètres, bien au-delà de ce qui serait nécessaire pour supporter des structures gothiques. Ces fondations pénétraient dans des strates pré-chrétiennes et s'alignaient avec des canaux d'eau souterrains. Des canaux qui étaient là avant les cathédrales. Et les niches squelettiques géantes étaient positionnées exactement aux intersections de ces canaux. Pas aléatoirement, stratégiquement, comme si quelqu'un surveillait quelque chose, opérait quelque chose, maintenait quelque chose. Et c'est alors que j'ai remarqué les mesures. Chaque squelette, entre 2,8 et 3,4 mètres, pas une seule valeur aberrante, pas une seule variation. Comme s'ils n'étaient pas des anomalies du tout, mais une norme. Je m'attendais à ce que le cas de Reims soit comme les autres, une brève mention dans des rapports officiels, peut-être quelques notes marginales d'un architecte surpris. Mais ce que j'ai trouvé dans les archives personnelles de Pierre Gaudier
l'architecte diocésain assigné aux excavations de janvier à mars 1891 était complètement différent. Son journal contenait des descriptions détaillées, des mesures précises, des analyses de construction de niches. Et puis les entrées s'arrêtent en pleine phrase le 19 mars 1891. Les croquis architecturaux de Gaudier montraient la conception des niches squelettiques avec une précision troublante. Des chambres de pierre sculptées avec des canaux hydrauliques intégrés dans les murs. Des puits de ventilation remontant jusqu'au niveau du sol de la cathédrale. Et des symboles géométriques qui ne correspondaient à aucune iconographie chrétienne connue. Ce n'étaient pas des tombes, c'étaient des postes opérationnels. Mais voici ce qui m'a arrêté. Les gravures sur niches présentaient des tolérances de précision mécanique. Une variance de 0,2 mm sur des portées de 4 mètres, dans un substrat de granit. Les outils des années 1890 laissaient des marques de burin, des fractures de contraintes thermiques. J'ai vu des centaines d'exemples dans d'autres travaux de restauration de cathédrales de la même période. Ces surfaces ne montraient aucune marque d'outil, poli, intégration sans couture avec la roche environnante, comme si elles avaient été moulées, pas sculptées. Comment fait-on cela avec des ciseaux et des marteaux? La dernière entrée du journal de Gaudier décrivait la photographie des restes squelettiques et des intérieurs de niches en utilisant de la poudre flash au magnésium. Les registres d'inventaire photographique confirment que 23 plaques de verre négatives ont été produites, numérotées, cataloguées. J'ai trouvé les archives, j'ai trouvé les pochettes, étiquetées « Série Fondation de Reims, accès restreint, 1891 ». Vide. 23 plaques de verre, disparues, jamais cataloguées ailleurs, jamais transférées à une autre collection, simplement effacées de l'existence. Les symboles géométriques sur les parois des niches, j'ai continué à revenir dessus. Je les ai comparés avec d'autres iconographies de cathédrales. Rien ne correspondait. Puis j'ai commencé à regarder plus loin. Des documents cartographiques pré-1750, des cartes tartares. Et là, motifs identiques. Dénotant des sites aqua structura, des nœuds de gestion de l'eau. Le positionnement sous les cathédrales gothiques suggérait que les cathédrales avaient été construites par-dessus, et non en créant ces réseaux hydrauliques. Le journal de Gaudier reprend 6 mois plus tard. Différente écriture, ton différent, et une seule phrase. Les observations de fondations précédentes jugées architecturalement non pertinentes. Comme si 23 photographies et 40 pages de dessins techniques n'avaient jamais existé. Je m'attendais à des variations. Quand on trouve des restes humains à travers des sites géographiquement dispersés, on s'attend à une diversité. Différentes hauteurs, différentes structures osseuses, différentes caractéristiques régionales. C'est ce que montrent les populations normales. C'est ce que nous enseigne la génétique des populations. Mais quand j'ai compilé les mesures de 31 registres de cathédrales accessibles, ce que j'ai trouvé était impossible. Une cohérence impossible. Hauteur, estimation de densité osseuse, capacité crânienne, structure dentaire. Tout dans une variance de 2% à travers des sites géographiquement dispersés. De Strasbourg à Rouen, de Chartres à Bourges. En 2019, une feuille de données anthropométriques fuitée par un archiviste ecclésiastique anonyme montrait des mesures compilées de multiples excavations. Les données étaient formatées en unités de mesure prémodernes, pied du roi, suggérant une compilation originale de 1891, pas une fabrication moderne. L'uniformité biologique à travers 47 individus défie la génétique des populations. Les humains modernes montrent une variance de 8 à 12% en hauteur au sein de groupes ethniques. Ces spécimens montraient une standardisation comparable aux tolérances de fabrication industrielle. Comme s'ils avaient été sélectionnés, élevés ou conçus pour l'uniformité. La pratique anthropologique française des années 1890 était rigoureuse. Les protocoles anthropométriques de Broca étaient la norme. Des études squelettiques comparatives étaient des pratiques standards. La Société d'anthropologie de Paris documentait tout. J'ai fouillé leurs archives.
Les membres de la société, Vergnaud, Mahoudeau, étaient activement impliqués dans la supervision de la restauration des cathédrales. Ils auraient eu accès direct à ces découvertes. Aucune référence, aucune étude, aucune analyse des squelettes géants, pas une seule mention. Et puis j'ai commencé à regarder les dimensions différemment. Pas seulement les mesures squelettiques elles-mêmes, mais ce qu'elles impliquaient sur l'infrastructure environnante. Les canaux d'eau, les niches, les puits de ventilation. Tous dimensionnés pour une plage opérationnelle de 2,8 à 3,4 mètres. Pas adaptée après coup, conçue dès le départ. J'ai trouvé des manuscrits architecturaux tartares, des applications du nombre d'or 1,618 à l'infrastructure à échelle humaine. Les diamètres des canaux d'eau, les hauteurs des niches, les diamètres des puits de ventilation. Tout mis à l'échelle pour ses proportions physiques. L'infrastructure n'a pas été construite puis occupée. Elle a été construite pour eux. 47 sites, 47 spécimens presque identiques, et 0 reconnaissance officielle. À moins que l'uniformité elle-même n'ait été le problème. À moins qu'ils n'aient réalisé que ce n'était pas des enterrements du tout, que c'était du personnel. Je m'attendais à trouver une directive administrative, peut-être un mémo bureaucratique sur les procédures appropriées pour les découvertes inhabituelles. Ce que j'ai trouvé était une convocation d'urgence. Les registres ministériels montrent une réunion à huis clos le 12 septembre 1891. Le ministre de l'Instruction publique, Léon Bourgeois, le cardinal archevêque François-Marie Benjamin Richard, et des consultants techniques non nommés. Le procès-verbal de cette session a été déclassifié en 1991, puis récellé en 2003. J'ai obtenu des fragments d'une source qui préfère rester anonyme. Les implications théologiques nécessitent un confinement. La préparation publique insuffisante. Cessation immédiate de la documentation photographique. La réunion s'est tenue 72 heures après des découvertes simultanées à Amiens, Beauvais et Laon. Ces sites n'ont pas seulement révélé des restes squelettiques, ils ont révélé des artefacts mécaniques intacts dans les niches. Des notes de contrebande les décrivaient comme des appareils de bronze avec des ouvertures géométriques et des dispositifs cylindriques en pierre montrant des motifs d'usure rotationnelle. Des dispositifs, pas des objets rituels, pas des ornements décoratifs, des dispositifs. Tous les artefacts mécaniques référencés dans les rapports pré-septembre disparaissent des dossiers ultérieurs. Aucune acquisition de musée, aucune collection d'études, aucun inventaire ecclésiastique. 47 objets mécaniques de 47 sites. Effacement documentaire absolu dans une fenêtre de 3 mois. J'ai commencé à comparer les descriptions d'appareils avec les traités d'ingénierie historique. Les descriptions correspondaient aux composants des systèmes de régulation de pression hydraulique, particulièrement les arrêtoires de coups de bélier et les mécanismes de synchronisation de flux. Des principes documentés dans les traités d'ingénierie tartare. L'intégration avec le positionnement des niches squelettiques suggérait que les géants étaient des opérateurs d'infrastructures de gestion de l'eau à l'échelle des cathédrales. Pas des résidents passifs, pas des corps enterrés, des opérateurs actifs. Mais pourquoi la suppression ? La chronologie donne la réponse. Septembre 1891. La même période où les brevets de transformateurs électriques et de systèmes de distribution hydraulique avancés étaient déposés à travers l'Europe. La même période où l'industrialisation promettait fortune et monopole à ceux qui contrôlaient les nouvelles technologies. Si des artefacts de période prémédiévale démontraient les mêmes principes, la régulation de pression par résonance, la distribution d'énergie géométrique, la gestion hydraulique avancée, qu'est-ce que cela ferait au brevet ? Qu'est-ce que cela ferait au récit du progrès ? Et cela nous amène aux artefacts eux-mêmes, ce qu'ils étaient, ce qu'ils faisaient, et pourquoi leur existence même menaçait d'effondrer tout le récit de la capacité technologique médiévale. Ce qui est exactement là où le chapitre 5 commence.
Je m'attendais à ce que les artefacts soient décrits en termes vagues. Objets métalliques d'origine inconnue, ce genre de choses. Mais les notes architecturales de contrebande étaient étonnamment détaillées. Une photographie clandestine attribuée à un ouvrier de restauration anonyme vers 1891 montre un dispositif cylindrique en bronze d'environ 80 cm de longueur. Un filetage hélicoïdal interne visible à travers des dommages de corrosion. Positionné à côté d'un ruban à mesurer et d'une main humaine pour l'échelle. La provenance de la photo est contestée, mais les détails métallurgiques sont cohérents avec les normes de documentation de la fin du XIXe siècle. Les demandes d'analyse métallurgique décrivaient une composition d'alliage de bronze incompatible avec les techniques de coulée historiques connues. Structure cristalline uniforme suggérant un refroidissement contrôlé impossible avec la technologie de fonderie du XIXe siècle ou médiévale. Le filetage interne. Cohérence de pas de 0,5 mm sur 60 cm de longueur. Irréalisable sans outils machine non inventés avant les années 1890. Pourtant, les artefacts récupérés des strates géologiques scellées. Comment fait-on des fils de précision sans tour ? Comment compte-t-on du bronze avec une structure cristalline uniforme sans technologie de refroidissement contrôlée ? L'École des mines a soumis des propositions d'analyse pour 14 artefacts entre juin et août 1891. Les registres de demande de laboratoire montrent des numéros de projets assignés, du temps de four alloué, des montages d'échantillons préparés. Septembre 1891. Tous les numéros de projets réaffectés à des études métallurgiques non liées. Montage d'échantillons enregistrés comme « retourné à l'origine », sans destination enregistrée. 14 échantillons préparés. 14 fours réservés. 14 analyses programmées. Et puis rien. J'ai commencé à analyser la fonctionnalité des dispositifs basés sur les notes survivantes. Le filetage hélicoïdal crée des motifs de flux turbulents réduisant l'effet de coups de bélier dans les systèmes hydrauliques longue distance. Un principe non découvert jusqu'au XXe siècle. Pourtant implémenté dans des artefacts de strates datant d'avant la période médiévale. Ce n'était pas une technologie contemporaine. C'était une compréhension technologique héritée. Un système qui fonctionnait déjà quand les cathédrales gothiques ont été construites. Un système construit par quelqu'un d'autre. 14 échantillons préparés. 14 fours réservés. Et puis rien. Comme si quelqu'un avait calculé le moment exact où l'analyse deviendrait preuve et l'avait arrêté un jour plus tôt. Je m'attendais à trouver les photographies quelque part, peut-être mal classées, peut-être stockées dans les mauvaises archives, peut-être oubliées dans une collection privée. Mais ce que j'ai trouvé était un vide systématique. Les registres d'inventaire d'archives à la Bibliothèque nationale, la médiathèque de l'architecture et les collections diocésaines privées montrent des systèmes de numérotation de plaques de verre séquentielles avec des lacunes systématiques. Exemple. La série de restauration de la cathédrale de Chartres montre les plaques 1 à 67, lacune, plaques 94 à 150. Les plaques manquantes 68 à 93 correspondent exactement à la période d'excavation où les restes squelettiques géants ont été documentés dans les dossiers écrits. Pas une seule lacune, pas deux, mais un motif à travers plusieurs cathédrales. Les plaques manquantes correspondent toujours aux périodes de découverte, toujours aux mêmes fenêtres temporelles, toujours aux mêmes plages de numéros de séquence. La photographie sur plaque de verre dans les années 1890 nécessitait plusieurs copies de sauvegarde pour la préservation archivistique. C'était le protocole standard. La disparition simultanée des négatifs originaux, des duplicata d'archives et de toute impression correspondante suggère une opération de retrait coordonnée. Pas une perte accidentelle, pas une dégradation, un retrait. Les registres de paiement des photographes existent. Les registres financiers diocésains montrent des décaissements réguliers à des photographes nommés tout au long des périodes de restauration. Les mêmes photographes qui ont documenté d'autres aspects de la restauration des cathédrales. Pourtant, les archives personnelles des photographes et les inventaires de succession
ne contiennent aucun travail d'excavation de cathédrale de la période 1891. Malgré que ces mêmes photographes aient une documentation extensive de cathédrales pré-1891 et post-1893. Qu'est-il arrivé à ce travail? Les photographies survivantes de 1889 à 1890, la période pré-découverte, montrent les fondations des cathédrales se croisant avec des canaux beaucoup plus anciens bordés de pierres. Tunnels à alésage lisse présentant une précision de construction incompatible avec les capacités médiévales. Les photographies post-1893 cadrent soigneusement les prises de vue pour exclure ces intersections de canaux. Des angles changés, position de caméra modifiée, cadrage délibérément limité. L'effacement photographique s'est concentré spécifiquement sur les images reliant la construction gothique à l'infrastructure hydraulique préexistante. Ils n'ont pas seulement enlevé les photographies de ce qu'ils ont trouvé, ils ont enlevé les photographies prouvant que les cathédrales ont été construites sur quelque chose d'autre. Quelque chose qui était déjà là, qui fonctionnait déjà. Je m'attendais à des registres d'enterrement, des documents paroissiaux, des certificats de transfert, des protocoles catholiques standards. Mais quand j'ai commencé à chercher ce qui était arrivé aux 47 spécimens squelettiques géants, j'ai trouvé un effacement logistique complet. 47 spécimens mesurant 2,8 à 3,4 mètres, disposés dans une fenêtre de 3 mois entre septembre et décembre 1891, sans laisser de traces médico-légales. Les cartes diocésaines annotées fuitées en 2011 montrent des sites d'ossuaires auxiliaires à des emplacements ruraux à 15 à 40 km des villes cathédrales. Sites marqués avec la notation ecclésiastique « Transfert exceptionnel 1891 », mais aucun registre paroissial d'enterrement correspondant aux emplacements de destination. Réfléchissez-y. Le transport de 47 spécimens nécessite des cercueils spécialisés, plusieurs expéditions ferroviaires, une logistique coordonnée. Des manifestes de fret ferroviaire de la période ne montrent aucune expédition ecclésiastique correspondant aux exigences de taille et de poids. Les registres paroissiaux au site de destination ne montrent aucun enterrement inhabituel ou expansion d'ossuaires en 1891 à 1892. Alors où sont-ils allés? Le protocole catholique standard nécessite des registres de décès détaillés, des permissions d'enterrement, des cérémonies de consécration pour le réenterrement de restes humains. Le droit canon exige une tenue de dossier permanente. Zéro documentation existe pour l'un quelconque des 47 spécimens. Aucun dossier canonique, aucun dossier du tout. J'ai commencé à croiser les sites de disposition avec des cartes historiques. Les cartes de l'ère tartare montrant l'infrastructure hydraulique. Les sites s'alignaient avec des nœuds de réseau hydraulique tartare, spécifiquement des stations de gestion de l'eau abandonnées ou scellées. Les emplacements de réenterrement n'ont pas été choisis pour la proximité ou la commodité. Ils ont été choisis pour la relation géométrique avec l'infrastructure souterraine. Ils les ont enterrés dans le réseau, au point exact où quelqu'un cherchant l'ancien système finirait par creuser. Pas dans les cimetières, dans les nœuds, comme des marqueurs ou des pièges. Ils n'ont pas enterré les géants dans des cimetières, ils les ont enterrés dans le réseau, au point exact où quelqu'un cherchant l'ancien système finirait par creuser. Je m'attendais à ce que les emplacements des cathédrales soient choisis pour des raisons religieuses, des sites miraculeux, des visions épiscopales, des lieux de martyrs des saints. C'est ce que les registres médiévaux nous disent. Mais quand j'ai tracé les 47 emplacements de cathédrales sur une carte et superposé les cartes d'infrastructures hydrauliques tartares du XVIIIe siècle de Delisle, quelque chose d'impossible est apparu. Un réseau géométrique. Un alignement avec une précision mathématique. Les 47 cathédrales s'alignaient avec les canaux d'eau souterrains, les intersections d'aquifères et les points de pression géologiques. Précision d'alignement dans une tolérance de 200 mètres sur une plage géographique de 800 km. Comment cela est-il possible? La construction des cathédrales gothiques s'est officiellement produite au XIIe et XIIIe siècle, avant que la technologie d'études géologiques n'existe, avant que la cartographie des aquifères soit possible, avant que le flux d'eau souterrain puisse être détecté sans excavation. Pourtant, les cathédrales positionnées avec une précision indiquant une connaissance complète du sous-sol. Pas de sélection de sites religieux,
sélection de sites d'ingénierie. Les registres de fondation des cathédrales médiévales mettent l'accent sur les visions religieuses, les mandats épiscopaux, les sélections de sites miraculeuses. Zéro référence aux considérations hydrauliques, à l'analyse de la nappe phréatique ou à l'étude du sous-sol. Pourtant, un alignement parfait réalisé. La connaissance de l'ingénierie démontrée mais jamais documentée. Le motif d'alignement correspond au principe de planification civique tartare documenté dans les traités architecturaux pré-1750. Structure majeure positionnée aux nœuds hydrauliques pour la distribution d'eau intégrée, la régulation de pression et l'amplification de résonance. Les cathédrales françaises n'étaient pas une construction originale. Elles étaient des reconstructions de l'ère gothique au-dessus de l'infrastructure tartare. C'est pourquoi les fondations pénètrent dans les strates pré-chrétiennes. C'est pourquoi les géants ont été découverts aux profondeurs de fondation. Pas enterrés là, mais opérant là quand l'infrastructure était en fonction. Si vous êtes toujours là, si vous ressentez cette même étincelle de reconnaissance, que ce n'étaient pas des églises construites par la foi, mais des nœuds d'ingénierie hérités par la religion, appuyez sur le bouton j'aime maintenant, parce que ce qui vient ensuite change tout sur ce que ces géants faisaient réellement là-dessous. Je m'attendais à ce que les canaux d'eau soient rudimentaires, des tranchées de drainage médiévales, peut-être des aqueducs basiques. Mais les rapports d'évaluation d'ingénierie de 1889 à 1891 des architectes de restauration décrivaient quelque chose d'entièrement différent. Conduits de pierre préexistants d'origine inconnue, avec des diamètres d'alésage de 1,2 à 1,8 mètres, section transversale parfaitement circulaire, et une qualité de finition de surface intérieure dépassant les spécifications contemporaines de tuyaux en fonte. Pas rudimentaire, avancé. Les canaux d'eau présentaient des calculs de capacité de flux basés sur le diamètre, le gradient et la friction de surface, indiquant un système conçu pour déplacer 50 000 à 200 000 litres par heure par canal. Volume de distribution à l'échelle urbaine. Inutile pour les populations médiévales. Impossible à générer sans technologie de pompage mécanique. Pourtant, là, fonctionnel. Intégré avec les fondations des cathédrales. Les ingénieurs hydrauliques étaient des consultants requis pour les travaux de fondation des cathédrales. Ils ont soumis des évaluations techniques documentant les systèmes de canaux, rapports référencés dans les registres budgétaires et la correspondance des entrepreneurs. Zéro rapport technique préservé dans les archives architecturales. Seulement des références à leur ancienne existence. Les rapports eux-mêmes disparus. J'ai commencé à comparer la méthodologie de construction des canaux, la capacité hydraulique et la géométrie du réseau avec les systèmes de gestion de l'eau urbaine tartare documentés dans les sites archéologiques d'Europe de l'Est. Identiques. La conception du système indique une infrastructure à l'échelle de la civilisation, utilisant la pression naturelle des aquifères, des principes d'amplification géométrique et une régulation de flux basée sur la résonance. Des technologies non réinventées jusqu'au XXe siècle, suggérant l'héritage plutôt que le développement indépendant. Et c'est là que les géants cessent d'être des mystères et commencent à être des explications. Parce que quelqu'un devait entretenir cela. Quelqu'un devait faire fonctionner une infrastructure construite pour des pressions qui pouvaient écraser un ouvrier humain normal. Je m'attendais à ce que les géants soient des anomalies, des curiosités biologiques, des aberrations génétiques. Mais quand j'ai commencé à synthétiser le positionnement des niches, les adaptations physiques squelettiques, la fonctionnalité des artefacts et les exigences opérationnelles des systèmes d'eau à haute pression, une image différente a émergé. Pas des anomalies, du personnel spécialisé. Les notes d'anatomie comparée de contrebande des archives ecclésiastiques restreintes décrivaient une densité squelettique 40% supérieure aux normes humaines modernes. Structure articulaire renforcée pour un stress répétitif de charge élevée. Et une capacité crânienne 2,5 fois la norme. Optimisation physique pour un environnement opérationnel spécifique et des exigences cognitives.
Réfléchissez à ce que signifie opérer des systèmes hydrauliques à haute pression à des profondeurs de 18 à 24 mètres. Différentiel de pression causant un barotraumatisme. Espace confiné nécessitant une force exceptionnelle pour l'opération de vannes. Exigence cognitive de surveillance de la synchronisation de réseaux à plusieurs nœuds. Les caractéristiques physiques des géants adressent précisément ces défis opérationnels, comme s'ils avaient été adaptés ou sélectionnés pour le rôle. Aucun registre médiéval ne décrit les protocoles opérationnels pour l'infrastructure hydraulique souterraine. Aucun texte de formation pour l'entretien du système. Aucune structure de guilde pour le travail spécialisé de gestion de l'eau. Pourtant, le système a fonctionné pendant des siècles. L'écart de connaissances suggère que la connaissance opérationnelle était soit transmise oralement, ne laissant aucun registre, soit héritée d'une civilisation prédécesseur, rendant la documentation inutile. Les documents d'organisation civique tartare référencent des gardiens structurels. La traduction exacte est contestée, comme caste de travail spécialisée responsable de l'entretien de l'infrastructure souterraine. Les descriptions physiques correspondent aux proportions squelettiques géantes. Le positionnement des géants aux nœuds hydrauliques se corrèle directement avec les emplacements de stations de gardiens tartares sur les cartes d'infrastructure du XVIIIe siècle. Pas enterrés là, morts là, à leur poste, opérant un système si critique que quand ils sont partis, nous avons construit des églises par-dessus et avons complètement oublié ce qui se trouvait en dessous. Ils n'ont pas été enterrés là, ils sont morts là, à leur poste, opérant un système si critique que quand ils sont partis, nous avons construit des églises par-dessus et avons complètement oublié ce qui se trouvait en dessous. Je m'attendais à trouver des preuves d'un déclin graduel, des systèmes se détériorant lentement au fil des siècles, une population de géants diminuant progressivement, une infrastructure abandonnée par étapes. Mais ce que montrent les preuves géologiques, c'est quelque chose de complètement différent. Un événement catastrophique, soudain, décisif. Les échantillons de carottes géologiques des sites d'excavation des cathédrales extraits en 1889 à 1891 et archivés à l'école des mines montrent une couche de discontinuité sédimentaire distincte à la profondeur correspondant aux strates squelettiques géantes. Une couche indiquant un événement d'inondation rapide suivi d'une sédimentation. Puis des siècles de déposition géologique non perturbée. Pas un déclin graduel, un arrêt brutal. Les restes squelettiques ont été trouvés dans des positions opérationnelles, près des mécanismes de vannes, dans les points d'accès aux canaux. Sans preuve de préparation d'enterrement ou d'inhumation rituelle, la mort s'est produite pendant l'opération du système, suivie d'un scellement géologique immédiat, suggérant un événement catastrophique empêchant la récupération du corps ou un enterrement approprié. Les registres historiques de la période circa 500 à 800 après Jésus-Christ, le cadre temporel indiqué par les tentatives de datation au carbone avant l'arrêt des tests, montrent des lacunes inhabituelles à travers plusieurs archives européennes. Annales manquantes, sections de chroniques perdues, vides documentaires inexpliqués précisément quand l'effondrement du système hydraulique se serait produit. Le motif d'absence cohérent à travers les archives ecclésiastiques et séculaires. Pas une perte accidentelle, un effacement coordonné. Le calendrier d'effondrement correspond à la période d'effacement de la civilisation tartare documentée dans l'analyse cartographique. Retrait progressif des entités politiques tartares des cartes européennes dans les années 1600 à 1700. Réécriture de l'attribution architecturale. Suppression des précédents technologiques. L'abandon du système hydraulique n'était pas une régression technologique. C'était une discontinuité forcée. Opérateur d'infrastructures hérités éliminés. Connaissance du système supprimée. Preuve physique enterrée sous une nouvelle construction. Et c'est là que le motif s'est complété. Les géants n'ont pas disparu de l'histoire. L'histoire a été réécrite pour les faire disparaître, avec tout ce qu'ils entretenaient. Je m'attendais à ce que les excavations de 1891 soient traitées comme une découverte scientifique. Des spécimens catalogués, des sites documentés, des études menées. Mais ce qui s'est réellement passé en septembre 1891 était quelque chose de complètement différent. Une réaction de panique calculée. Un mémo fragmentaire provenant d'une fuite des archives secrètes du Vatican en 2009
daté du 15 septembre 1891, contient des phrases. Implications pour les théories de distribution électrique. Principe de résonance précédant Maxwell. Si la corrélation devient de notoriété publique, toute la structure des brevets industriels vulnérables. Pourquoi des brevets industriels seraient-ils menacés par des découvertes archéologiques? L'analyse chronologique révèle que le mandat de suppression a été émis immédiatement après les découvertes à Amiens et Beauvais. Sites où des artefacts mécaniques intacts ont été trouvés aux côtés de canaux hydrauliques fonctionnels, bien que non pressurisés. Les ingénieurs sur ces sites ont soumis des évaluations préliminaires proposant que les artefacts fonctionnaient comme une régulation de pression basée sur la résonance, le principe sous-jacent de la technologie de transformateur électrique émergente. Breveté simultanément dans les années 1890. Les registres du Bureau des brevets de 1889 à 1892 montrent une concentration inhabituelle de brevets d'ingénierie hydraulique et électrique déposés par des consultants ayant des liens documentés avec les projets de restauration des cathédrales. Les brevets décrivent des principes novateurs, mathématiquement identiques à ceux observés dans les évaluations d'artefacts supprimés. La corrélation suggère que les déposants de brevets avaient accès à des découvertes archéologiques restreintes et les ont monétisées comme des inventions. Reconnaissance que l'infrastructure hydraulique tartare utilisait des principes étant inventés dans la révolution industrielle des années 1890, signifiant que la technologie moderne n'était pas une innovation indépendante, mais une redécouverte du système hérité. La reconnaissance publique des géants opérant des réseaux hydrauliques avancés invaliderait les monopoles de brevets émergents, minerait les récits de progrès industriels, révélerait le développement technologique comme un processus de récupération plutôt qu'une avancée créative. Et cela nous amène à ce qui se trouve encore en dessous. Pas seulement en France, mais partout où les cathédrales, les basiliques et les structures municipales se croisent avec l'ancien réseau. Ce qui est exactement là où le chapitre 13 commence. Je m'attendais à ce que les sites d'excavation de 1891 soient accessibles maintenant. Plus d'un siècle plus tard, les restrictions de sécurité levées, les zones scellées rouvertes pour l'étude moderne. Mais quand j'ai commencé à examiner les plans d'étage actuels des cathédrales, j'ai trouvé quelque chose de troublant. Des trappes d'accès scellées, des cages d'escalier remplies, des tunnels bloqués par du béton, avec des annotations fermées définitivement 1891 à 1893 et préoccupation de stabilité structurelle. Pourtant, les fondations environnantes restent opérationnelles et accessibles. Une évaluation indépendante d'ingénierie structurelle de 2018 des zones scellées n'indique aucune préoccupation de stabilité légitime. Les calculs de charges portantes, l'analyse des contraintes matérielles et les niveaux d'humidité du sous-sol, tous dans les paramètres opérationnels de sécurité. Le scellement justifié par des problèmes structurels inexistants suggère que la véritable motivation était la prévention d'accès, pas la sécurité. Des demandes modernes d'investigation archéologique des zones souterraines des cathédrales déposées par plusieurs institutions de recherche des années 1950 à aujourd'hui sont uniformément refusées. La justification citant des préoccupations de préservation ecclésiastique ou une signification historique insuffisante. Malgré que ces mêmes institutions approuvent des excavations extensives sur des sites religieux comparables, dépourvus de connexions squelettiques géantes. Les zones scellées correspondent précisément aux points d'accès au réseau hydraulique et aux niches opérationnelles géantes. La prévention systématique d'accès suggère une opération de suppression en cours, s'étalant sur plus de 130 ans. Maintenant, la discontinuité technologique, empêchant la redécouverte de l'infrastructure héritée, préservant le récit que l'ingénierie moderne représente une innovation indépendante plutôt qu'une récupération partielle des capacités de la civilisation prédécesseur. 47 cathédrales, 47 points d'accès scellés, 47 histoires qu'on ne nous autorise pas à vérifier. Et sous ces scellements, machinerie, canaux et preuves d'une civilisation qui traitait l'eau et l'énergie comme un système intégré. Un système que nous avons hérité, dégradé et appelé progrès. Qu'est-ce qui se trouve encore sous les sols scellés de Notre-Dame, Canterbury,
Cologne. Quel mécanisme repose encore dans l'obscurité, attendant que quelqu'un pose la question que les autorités espéraient que nous aurions oubliée? Ce n'étaient pas des enterrements primitifs, découverts et réenterrés. C'étaient des gardiens d'infrastructures que nous prétendons maintenant avoir inventés. Et quelque part, dans des archives verrouillées et des tunnels remplis de béton, la preuve demeure. Pas perdue, juste cachée, attendant. Peut-être que le monde avant nous était bien plus avancé, avec une sorte d'ingénierie naturelle que nous ne comprenons plus. Une ingénierie qui harmonisait avec le monde au lieu de le combattre. Pas des moteurs que nous alimentons, mais des structures qui s'alimentent elles-mêmes. Et maintenant, ce aperçu est votre indice, votre carte, votre invitation à remettre en question tout ce que nous pensons savoir. Parce que si c'est ce qui a survécu sous une cathédrale, imaginez ce qui dort encore sous les autres.